Chers lecteurs et lectrices, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne se repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cet objectif, ce cap à atteindre, le visuel va changer. La façon de vous narrer les contenus réécrits aussi, pour être au plus proche de la synthèse. En tout cas, je l'espère. L'objectif ? Avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de 2 à 6 minutes, jour après jour, pendant une semaine à horaire fixe, vous récapitulant plusieurs chapitres. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous poussera à lire et à consommer des œuvres pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans votre vie de tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 1er. Jour 1. Les branches de la CIA en France. Dans l'après-guerre, la CIA, par l'entremise de sa branche secrète, c'est-à-dire l'OPC, qui veut dire l'Office of Policy Coordination ou Bureau de coordination politique, s'intéresse à un pseudo-communisme qui s'implantera à Marseille et ce chapitre nous parlera plus précisément de ce qui s'est produit sur les docks de la ville. Par l'intermédiaire de l'AFL, une autre branche, qui s'appelle la Fédération américaine du travail, la CIA verse des sommes conséquentes aux dirigeants anticommunistes en direction de la protection des ports de Marseille. En somme, l'ambassadeur américain de l'époque, Jefferson Caffrey, se plaint que le parti anticommuniste et la CGT n'aient pas les moyens de s'opposer à l'anticommunisme en France. En 1947, on organise alors par l'entremise de l'AFL, puis par Léon Jouot, un versement d'argent qui créera une scission face aux grévistes communistes. On le paie par un intermédiaire pour que la CIA puisse propager sa merde. La CIA, par l'entremise d'un article écrit en 1967, avoue combattre la gauche par la gauche. Ce qui peut paraître parfois absurde pour certains est en fait pour d'autres un mécanisme bien huilé. À ce sujet, il y a un texte que je vous laisserai découvrir à la page 30 du livre. Pour faire simple, la CIA a financé un parti, le Parti socialiste de l'époque, à hauteur d'1 million de dollars par an. À tel point que Gaston Defferre, dans le journal Le Provençal, va s'en faire le relais. Marseille est une tête de pont à gagner pour les branches de la CIA et pour la politique étrangère des États-Unis. Les porte-paroles s'en prennent aux frères Guérini, c'est-à-dire la mafia corse, en les rendant responsables de diverses malversations. Mais le plus important reste encore que la CIA enverra des spécialistes traiter avec eux en leur fournissant des armes et de l'argent pour stopper les grèves. C'est ce qui plus tard donnera aux Guérini un contrôle sur le port de Marseille en ouvrant des labos d'héroïne, et non, pas celle des films hollywoodiens, Et l'auteur mentionne alors qu'un parrain arrivera dans le jeu. Il s'agit de Lucky Luciano, un Italo-américain. Tiens. Marseille étant depuis un siècle la porte de l'Occident, nous dit l'auteur, pour de l'envoi de matériel, on parle alors là en l'occurrence de corps expéditionnaires, notamment pour l'Indochine, et on apprend que les communistes de l'époque bloquent une livraison d'armes que Thomas Braddon de la CIA va subvertir. Le livre d'ailleurs contient un texte à la page 33 que je vous laisserai découvrir. Pour briser la grève, la CIA injecte 2 millions de dollars, fait venir des travailleurs à elle depuis l'Italie, et de là, Marseille devient le laboratoire d'héroïne de l'Amérique. Incroyable, le niveau de subversion. Peut-être que le seul point positif eût été, nous dit l'auteur, que tant qu'ils étaient les rois de l'héroïne, quelques sombres accords ne leur permettaient pas d'en vendre en France. Un phénomène qui prendra fin dans les années 60, par leur déclin. La suite demain, dans la soirée.